pour avoir pénétré par effraction dans une propriété privée, sans accord préalable. Le tribunal vous condamne à l'expulsion. Merci de votre enthousiasme, on transmettra ça au metteur en scène. Une fois, si vous avez des questions, des critiques, voire des insultes, n'hésitez pas. On a pris le métro exprès pour aller se confronter à la contre-culture de l'étrange festival. Donc on est tout dispo. Si vous avez des micros pour... ici chez toi, ne l'oublions pas. C'est un bien grand mot, dans les sous-sols, en tout cas, c'est intéressant. Donc là, il y a une question qui revient, c'est d'où ça vient. En voyant un documentaire que cinéphile que vous êtes, vous avez certainement vu, qui s'appelle 10e chambre, instant d'audience de Raymond Depardon. Un documentaire qui m'a beaucoup choqué, beaucoup ému. J'avais rencontré l'héroïne de ce documentaire, la juge Bernard Requin. Si vous l'avez vu, vous pouvez la reconnaître, c'est elle qui fait la présidente du tribunal dans le film, qui demande à Sandrine c'est-à-dire avant le geste fatidique. Et ce documentaire, voilà, c'était assez à la fois révoltant et émouvant, c'était assez curieux. Il y a notamment un avocat dans ce documentaire, parce que là, c'est vrai que Nicolas Marié, Maître Trollo, c'est quand même assez sévère pour l'avocat, on va dire. Et dans le documentaire, pour vous dire à quel point, des fois, en voulant faire les guignols, on se rapproche très près de la vérité. Et dans ce documentaire, donc, il y a un avocat qui commence sa plaidoirie en disant mon accusé comparé devant vous pour avoir tapé sur sa femme, bon, on a tous tapé sur nos femmes. Je suis sûr que c'est vrai. Hein. Si vous l'avez vu, si vous le voyez, vous verrez la réalité de ça. Donc voilà, des fois, en voulant s'amuser, on retombe sur des choses, ma foi, assez vraies et tragiquement vraies. Voilà. Donc l'acteur, c'est Nicolas Marié, qui fait Maître Trollos, comment dire en grec, bègue. Vous voyez, on a toujours une envie d'éradiquer, d'éduquer les masses. Le Mordinet d'ailleurs, quand il parle de la Nouvelle-Guinée et du peuple des montagnes qui est anthropophage, et pas celui du bord de mer, c'est un truc qui est vrai, qui existe dans un bouquin qui s'appelle de l'inégalité parmi les sociétés de Jared Diamond, qui est un grand ethnologue. Donc tout ça pour dire que des fois, en s'inspirant de la vérité, on débouche sur des paradoxes assez intéressants. Voilà. Maintenant, si avant de prendre la fuite, vous voulez une question d'eux. Alors vous avez des micros qui sont dans toute la salle, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser tout de suite à Albert. C'est parti, on commence par monsieur. Derrière vous. Oui, bonsoir, déjà bravo pour ce film excellentissime. Alors, moi je connais un peu Nicolas Marié, je voulais que vous me racontiez un petit peu pourquoi vous l'avez choisi aussi systématiquement et vous le mettez vraiment excellemment bien en valeur. Et là il est génial dans le film, votre film est super, hein, j'adore, mais le voir comme ça, je me rappelle vous avoir vu dans une émission d'Ardisson il y a des années, vous en parliez alors qu'il n'était même pas connu. Et je crois qu'il y a un vrai rapport amical entre vous, donc j'aimerais que vous en parliez un petit peu de ce rapport. Parce que Nicolas, je le connais depuis fort longtemps, depuis 25 ans, donc ça ne me rajeunit pas, surtout moi. Et en fait, c'est un acteur qui est dans tous mes films depuis mon court-métrage. Et c'est un acteur excellent, je ne sais pas comment vous dire autre chose. C'est un acteur qui est brillant, c'est un grand acteur. Les grands acteurs ne sont pas forcément les plus connus, donc il fait partie de ces grands acteurs, surtout au théâtre. Et souvent, il donne des rôles au cinéma comme Jean-Pierre Jeunet ou Yann Kounen, des rôles assez sérieux. Il faisait dans 99 francs un excellent film de Kounen, il faisait le directeur de la publicité, qui disait on veut du rêve, ceux qui l'ont vu peuvent s'en rappeler. Donc il est très apprécié déjà par toute une on va dire une fange du cinéma français. Et moi j'adore cet acteur depuis des années. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en coulisses, il a eu beaucoup de mal sur ce rôle. C'est un vrai piège de faire le bec, c'est un cliché de comédie, on va dire. Et il a eu beaucoup de mal, c'est quand il a trouvé la robe d'avocat qu'il a commencé à faire les gestes emphatiques et tout. C'est un gros travailleur. C'est toujours difficile de parler de travail quand les gens s'amusent, mais malgré tout, c'est fait assez sérieusement. Et Nicolas s'en est sorti petit à petit. Et le seul souci qu'on a eu dans cette scène, c'est que derrière les figurants qui étaient censés être le public se rigolaient. Donc j'ai dû couper certaines scènes parce qu'on avait beau leur dire bon, attendez, voilà, à la troisième prise, c'est toujours pareil, c'est pas très drôle, ils continuent à se marrer. Donc ça, même on peut encore voir en gros point encore des spectateurs qui sourient anormalement à cette période. Voilà. Mais c'est un grand acteur qui ne demande qu'à être connu. Et voilà. Donc vu sa tête, il faut se dépêcher, c'est quand même. Parce que vous le connaissez, vous les transmettrez. Cette gentillesse de ma part, il est habitué. Question suivante, tout en haut. Déjà bravo, parce qu'il est excellent votre film. Comme vous l'avez dit, esthétiquement, ça ressemble des fois un peu du Jeunet, et dans la manière de filmer, les décadrer, bien barrer, les plans séquences, ça fait vachement penser à Yann Kounen. Et je voudrais savoir comment vous avez appréhendé la réalisation sur ce film. Alors pour remettre les pendules à l'heure, j'ai fait en
92, mon premier court-métrage, dans lequel il y avait Nicolas Marié. Jean-Pierre n'avait pas encore fait Délicatessen, quasiment pas, et Yann n'avait pas encore fait Doberman. Donc les influences, c'est des points communs plus que des influences. Je ne peux pas dire que je m'inspire d'eux, même si j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour eux. Et Jean-Pierre a tué un peu la piste avec Amélie. Par le succès de ce film, il a un peu célébré tous les gens qui ont un peu de l'attrait à l'image. Ce qui n'est pas un truc très fréquent en France. Beaucoup plus dans le cinéma américain, surtout indépendant. Je pense aux frères Cohen. Et c'est un cinéma, moi, qui a été fondateur quand j'ai vu Parasite de Terry Gilliam en 85. Ça m'a beaucoup marqué, j'ai dû voir 3 fois ce film dans la semaine. Et tout ce cinéma qui est un peu extraverti avec la caméra, reproche qu'on peut faire souvent, c'est un cinéma qui me plaît beaucoup. On peut raconter beaucoup de choses avec la caméra. Donc après, comment on fait? On apprend tout simplement. Dès Bernie, il y avait une grammaire visuelle qui était un peu excessive. Là aussi, ça peut être un reproche, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est assumé. Et il n'y a pas vraiment de concrète influence, il y a simplement un désir de cadre et d'image. Et les cadres débulés, c'était plus parce que peu de temps avant, j'avais revu le 3e homme un peu par hasard, donc Carol Reed, 1946, donc tout le film est pratiquement fait en débulé. Et ça tombait bien, il y a un moment précis dans le film où elle commence à perdre des pédales, parce que jusqu'à la prend, c'est quand même un peu chaud, et on a commencé à décadrer tous les cadres. Et comme je prends souvent des focales courtes, des 10, des 14, voire des 18 mm, du coup ça approfondit encore, ça augmente encore la profondeur de champ, donc c'est très intéressant. Voilà, donc il n'y a pas d'influence vraiment. Au contraire, j'aurais le sentiment de ressembler à Jean-Pierre, je ferais différemment, mais beaucoup de gens font cette formule, ça prouve qu'il a un peu tué la piste de ce cinéma-là, on va dire. Voilà. C'est de sa faute. Voilà. Monsieur. Oui, bonjour, j'ai eu la chance de faire 2 jours de figuration sur Enfermé dehors il y a quelques années. Vous êtes un super directeur d'acteur, et c'est intéressant ce que vous avez dit par rapport aux figurants, parce que j'ai retrouvé plein de copains à moi que je n'ai pas fait ce film-là, mais j'ai vu leur visage à certains en train de sourire et j'ai cru que c'était voulu. Et en fait, c'était un peu exagéré, j'ai bien compris. Et c'est bien par contre de le signaler, quoi. Et ce que je voulais dire, j'ai arrêté la fin, parce que j'ai arrêté le générique. Parmi les figurants, il y a Gaspard Noé et Yann Kounen d'ailleurs. Et c'est bien que vous les ayez, qu'ils aient participé au film. Bon, je les ai reconnus, hein, ils sont chauves tous les deux. C'est un clin d'œil, c'est les co-détenus qui sont dans la prison avec lui. Et je trouvais marrant de les voir tous les 3 derrière des barreaux, parce qu'à une époque, beaucoup d'investisseurs pensaient que c'était notre vraie place. C'était un clin d'œil. Et moi, ça va vous honorer, ce que je vais vous dire. Enfin, vous citez Brasil de Terry Gilliam. Moi, quand je vois vos films, pour moi, la référence directe, c'est le cinéma britannique des années 50, John Dedal, McKendrick, jusqu'au Monty Python, bien sûr, tous les films qu'on fait de Monty Python. Je trouve que vous honorez vraiment cette tradition comique qui s'est perdue dans notre pays. Et merci d'être là, vraiment. Bon, Tu réponds rien à ça? Non, mais c'est pas vraiment de question, c'est un hommage, donc je prends la ligne humble et modeste et un petit peu gêné, merci monsieur. Question suivante. C'est des films que j'ai vus, Alexander McKendrick, grand metteur en scène, méconnu, voilà, mais donc j'ai vu tout ça. Bonsoir. Je voulais vous demander, moi, bon, vous avez l'air d'être relativement talentueux. Dans plusieurs domaines, d'évidence, direction d'acteur, réalisation, acteur, je ne serais même pas étonné que vous ayez participé à la bande-son. Quelle est la casquette qui vous plaît le moins? Dans quel rôle est-ce que vous vous amusez le moins? Parce que la sortie, dans un mur. C'est le moment le plus trivial, hein. Le film devient une sorte de machine à chiffres ou pas. Ça, j'aime pas du tout ce moment-là, je le trouve très désagréable. Il faut vite l'oublier, enfin pas trop quand même, mais bon. Et puis, non, le plus difficile, c'est l'écriture, indiscutablement. Je ne me considère pas comme un auteur. Encore moins un auteur de comédie, donc je fais ce que j'appelle des drames rigolos. Je mets sur le papier des histoires qui me touchent, qui m'émeuvent, et de la façon la plus claire possible. Et rien que de dire de la façon la plus claire possible, ça prend souvent 1 an et demi. Je suis vraiment laborieux, donc pendant ce temps-là, moi je réfléchis, Woody Allen fait 3 films. 2 poids, 2 mesures. Et voilà, non, donc ça c'est le top qui est difficile. Et ce que j'aime le plus, c'est le découpage et être sur le plateau. Sur le plateau, d'abord on écoute ce que je dis, forcément, c'est un peu mon film. Et puis j'ai le sentiment de, je sais pas comment dire, toutes les nuances du film m'intéressent. La lumière, les focales, les mouvements, les acteurs, les répétitions, etc. Tout, on peut poser sur tout, on est assez complet. Et le film là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je l'assume entièrement. Alors que quand je fais que l'acteur, des fois je suis un peu dépassé par le film et je me mords un peu la lèvre quand je le vois. Mais là, j'assume entièrement le truc. Et pour, comment dire, le travail est complet. Voilà. Et c'est pour cette partie-là que j'aime le plus. Donc, et même si je devais quitter le devant de la caméra, ce qui n'est pas impossible, je ferais plus que de l'œilleton, enfin, maintenant on appelle ça du LCD. Mais voilà, donc c'est ça qui me plaît le plus, indiscutablement. Et l'écriture, c'est d'abord, je suis un vrai tâcheron d'écriture. Là, en 6 mois, j'ai écrit un nouveau film, j'ai fait 20 pages, donc je pense que dans 10 ans, on verra le prochain. Donc, les survivants d'entre vous seront conviés pour la prochaine série. Si Fred est encore vivant, et moi je suis en chaise roulante. Je vous préviens, voilà. Question suivante, s'il vous plaît.
Monsieur Toulab. Et puis, Mathieu, la micro, ça tombe bien. Ouais. Merci. Merci pour le film, c'était vraiment fantastique. J'ai été très impressionné par une chose, c'est les ruptures de ton. Vous passez d'une comédie très extrême à des délires un petit peu gore à quelque chose de très très intime et très émouvant, notamment ce plan où elle est seule en train de parler à son bébé et on s'envole comme dans Le Créateur. Avec... À 40 000 €, c'est ce que je disais à Fred. Oui, ça m'a rappelé Le Créateur justement quand mon Dieu jette les... Vous voulez dire que je m'en nouvelle pas, c'est gentil. Vous avez raison, il y a beaucoup de choses piquées au Créateur, le travelling circulaire, et ça, le film n'a pas été beaucoup vu, donc je me suis autorisé à prendre certaines séquences. C'est pas une mauvaise idée, c'est excellent. Non, mais comment vous gérez en fait ce balancement entre les différents tons? Est-ce que c'est au feeling ou est-ce qu'à l'écriture, justement, vous essayez de... À l'écriture, il y a un peu tout, et à l'arrivée au montage, on se rend compte que ça ne marche pas du tout, c'est une vraie catastrophe. Donc j'ai mis 7 points de montage. Je monte avec beaucoup de précautions. Il y a effectivement 2 points, il y a des fois des choses qui nous font beaucoup rigoler, et puis dans le premier montage, on les met pas, et puis après, on se enhardit à les remettre. Et arrivé à 3 mois de montage, j'ai à peu près 4 mois de montage. J'ai fait une première projection à Paris dans une petite salle avec des gens qui étaient totalement pas du tout avertis de ce qui allait se passer sur les réseaux sociaux, c'était grâce à Internet. Et la réaction était, pour la première fois, en fait, j'ai vu des gens réagir devant le film. Alors qu'avant, croyez-le ou non, je ne me lasse pas de m'étonner dans la réaction des gens, parce que jusqu'à fin avril, le film, je le montrais dans un silence de mort. Les gens aimaient le film, mais ne voyaient franchement pas ce qu'il y avait de drôle, quoi. Et honnêtement, et je pouvais comprendre ça, c'est un niveau de lecture où on peut être ému par l'histoire, s'y intéresser sans forcément se bidonner. Le groupe crée un truc un peu contagieux et ça crée une émulation de rire qui est assez satisfaisante, assez pollante. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé, alors j'étais encore au montage, avec le montage du jour ou de la semaine, je partais faire des masterclass dans les petits théâtres, les petits cinémas de province. Sous couvert de masterclass, c'était tout en fait, je passais le montage en cours du film, avec un Blu-ray, donc des questions très sommaires, 2.0, pas étonné, pas mixé. Et c'est pas les commentaires des gens à la fin, mais c'est les réactions des gens dans la salle étaient extrêmement instructives. Donc j'ai commencé ça en mai, en passant par internet, en disant surtout prévenez pas les journalistes parce que le film n'est pas fini. Et on s'est promené un peu partout, on a dû faire une quinzaine de villes, et on a fini pratiquement fin juillet avec le montage définitif. Le 27 juillet exactement, on a finalisé définitivement le film. Donc c'est ce parcours-là qui est très aléatoire, irrationnel. On sous-pèse, on pèse, on défait, on remet. Il y avait les gens, par exemple, Nicolas, dans sa plaidoirie, Nicolas Marié, postillonnait, quoi. Et les gens riaient là-dessus. Ils ne voulaient pas qu'ils rigolent là-dessus. Donc j'ai fait gommer les postillons. C'est plein de nuances comme ça. Gommer en numérique? Oui, en numérique, non, gommer en numérique. Là, il y a 300 plans truqués, on ne les voit pas, mais c'est un bidouillage, vraiment. Il y a des plans qui sont faits sur fond vert, qui sont réintégrés dans des scènes qui sont vraies. Enfin, c'est mon première expérience en numérique avec une caméra, une Epic. Et j'ai découvert qu'on pouvait tourner des diaphes très petits, un sac de diaphes. C'est très pratique. Les cartes mémoire durent 40 minutes. Donc les scènes, des fois, on ne les coupait pas, on reprenait la scène immédiatement. La scène de Sandrine au tribunal, elle a dû jouer la scène pendant pratiquement un quart d'heure. Parce que j'avais recommencer. C'est la dernière piste qu'on a pris quand tout d'un coup, l'inspiration de ce truc, qui est à la fois comique et pas vulgaire. Enfin, pour moi, je trouve pas vulgaire. Voilà, donc c'est tous ces nuances-là. Il y a pas de... Franchement, si j'avais le mois d'emploi avant de commencer le film, je serais plus détendu sur le plateau et plus rassuré. Et je vous dis, même quand c'est fini, on le montre aux gens et des fois les réactions sont très bizarres. Donc là, je suis content, parce qu'a priori, ça amuse les gens. Mais c'est pas gagné toujours. Et puis, bizarrement, il y a des rires qui sont des fois excessifs, qui sont surprenants. La scène de vidéosurveillance, il y a des rires des fois qui sont un peu excessifs. Parce que j'ai peur que du coup, le rire devienne populacier, vous voyez, alors que c'est pas du tout. L'image est en accéléré, donc ce geste qu'elle fait ne prête pas tant à rire que ça, mais des fois, ça fait beaucoup rigoler, quoi. Il y a une sorte de jubilation très féminine, en fait, dans ça. Et ça nous dépasse. Aujourd'hui, le film est dans votre regard beaucoup plus que dans le livre. À propos de féminisme, peut-être des questions féminines, justement. Il n'y a aucune femme. Aucune femme ne peut intervenir, aucune question à poser. Attendez, comment arriver à Sandrine? C'est un heureux accident, elle le sait, c'est pas vexant. En fait, je voulais faire un film en anglais. Ça fait 3 films que je vais faire en anglais. C'est terrible, mais ayant dit qu'un échec en anglais voyageait plus qu'un succès en français. C'est terrible, mais c'est vrai. Et effectivement, comme disait monsieur, j'ai beaucoup grandi intellectuellement avec les frères Cohen, etc. J'aime beaucoup le cinéma. Donc j'avais commencé avec Emma Thompson, la grande Emma Thompson, qui était vraiment intéressée, qui commençait à travailler, etc. Et puis la production était compliquée, la production française en anglais, c'est encore aujourd'hui compliqué, ce qui est à mon avis une erreur. Donc je suis revenu en France, j'ai commencé à avoir des grandes actrices que j'aimais beaucoup, mais en fait il n'y avait rien qui collait vraiment. On a fait des essais aussi, etc. Et puis en mai 2012, j'ai laissé tomber le projet. Je dis j'arrête, je ne trouve pas l'actrice. Je suis parti sur un fameux projet de 20 pages. Et la productrice m'a dit, en fait, Sandrine l'a lu, est-ce que tu pourrais la rencontrer? Donc j'ai proposé à Sandrine de faire des essais avec beaucoup d'insolence, et elle avait beaucoup d'humilité à l'accepter, ce qui est souvent un très bon signe.
Et je lui ai fait faire dans les scènes, je vais faire la scène de l'auto-jugement du ventre, c'était la scène fondatrice du film, c'est le premier truc que j'ai écrit en fait. Et puis la scène où elle s'énerve dans son bureau et qu'elle accuse Bob Dylan de tous les faits divers de la région depuis 10 ans. Voilà. Et ce qui sortait du cadre, l'image qui sortait, c'est qu'elle dégage une émotion, une humanité, une tendresse, une empathie. On est toujours avec elle, même dans les pires moments où elle s'énerve. Même quand elle fait son enfant, espèce de petit fumier, on a envie de la prendre dans les bras. Et, voilà. Et ça, c'est presque inconscient. Au-delà de son talent d'actrice, elle dégage un truc à l'image qui est très lumineux. Voilà, et donc voilà, on a dit bon, on va y aller ensemble. Aujourd'hui, j'arrive pas à imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle, ce qui prouve que c'était bien pour elle, mais la rencontre a été hasardeuse. Voilà, j'avais un préjugé crétin, je cherchais une petite brune agressive, je pensais pas qu'une grande blonde douce pouvait le faire. Mais un coup pas. Question suivante. Je voulais savoir, petite question au créateur, le globophage, c'est pour des jeux de mots à l'œil ou il y a une autre raison? C'est un terme qui a inventé, bien sûr c'est rigolo, mais alors il y a une vraie raison en fait, c'est que quand les daguerreotypes sont arrivés, en peu près milieu du XIXe siècle, après que Edouard Niepce ait rempli son mur de teinture d'argent, ouvert sa fenêtre et puis photographié son jardin, pour l'anecdote, c'est une anecdote qui est vraie, ils ont inventé ce qu'on appelait les daguerreotypes, qui est l'ancêtre de la photo, donc c'était une rumeur, c'était un gadget absolument nouveau, la rumeur s'est répandue, c'était un outil extraordinaire, et certains criminologues ont dit, en photographiant la rétine, on aura l'image de l'assassin. C'est vrai, ils ont dit ça, donc la rumeur s'est répandue chez les assassins. Et donc certains assassins, en plus d'être barbares, étaient cons, ils arrachaient les yeux de leurs victimes. Non, c'est authentique. Hein. Donc ce fait divers atroce, je me l'avais lu quelque part, et c'est assez pratique. Et alors bizarrement, donc, ça fait un peu saugrenu dans le film, au jour d'aujourd'hui. Et la juge Bernard Requin, donc, qui est dans le film, qui fait la présidente du tribunal, que j'ai sollicité pour l'aspect technique du film, m'a un jour appelé et m'a dit je suis sur une affaire du côté de Bordeaux, et figure-toi que la victime, on lui a arraché ses yeux. Donc c'était il y a 6 mois, elle dormait en paix, brave gens. Voilà, je peux pas des mecs qui se font tirer des yeux dans les provinces françaises. C'est pour ça qu'on n'y va plus, on fait que Paris maintenant. C'est beaucoup trop risqué. Mais enfin, tout ça part d'un fond de vérité, un peu comme l'anthropophage néo-guinéen, et en fait, c'est la façon de le raconter qui est un peu comique. Voilà. C'était fondé, malgré tout. Voilà. Bon, on a des vrais films à voir au hall, donc c'est bon. Merci.